Bonsoir à tous et pardon pour ces quelques minutes de retard. Bienvenue dans cette grande soirée. Ça sera la dernière de l'année 2012 en direct de la rédaction de Mediapart. Grande soirée consacrée évidemment, comme je l'ai annoncé tout à l'heure en prenant l'antenne à 18 h, à l'affaire Cahuzac, mais plus généralement à l'évasion fiscale. Ça sera le thème de cette soirée. J'en profite pour faire les annonces qui s'imposent, parce que si je ne les fais pas au début, j'oublie. Mediapart, tous les contenus de Mediapart sont en accès libre jusqu'à minuit ce soir. Et il y a un abonnement qui coûte 9 € pour les 3 prochains mois. Je le dis parce que l'indépendance rédactionnelle et le journalisme a un coût et Mediapart ne vit que de ses lecteurs. Nous sommes 10 jours plus tard, 10 jours après, le 4 décembre, c'était il y a exactement 10 jours, un article de Fabrice Arfi révélait l'existence du compte suisse du ministre du budget, Jérôme Cahuzac. C'était exactement il y a 10 jours. On a l'impression que plus de temps s'est écoulé depuis parce qu'on en a énormément parlé. Donc avec Edoui Plenel et toute la rédaction de Mediapart ce soir, nous voulons vous raconter cette affaire, vous en raconter les tenants, les aboutissants, les dessous, mais surtout peut-être ce que révèle cette affaire. Quel est son contexte? Qu'est-ce que révèle l'affaire Cahuzac sur la démocratie, sur la presse, sur la classe politique et son rapport à l'argent, sur la gauche qui est au pouvoir en France depuis maintenant 6 mois, ou plutôt sur cette gauche de gouvernement-là. C'est une expression qui a fait Flores après Alain Badiou, mais on pourrait dire de quoi cette affaire-là est-elle le nom? C'est ce que nous allons essayer de faire dans ce premier plateau pendant à peu près 1 heure. Pour ça, 4 journalistes de Mediapart, 5 avec Edoui, sont autour de moi. Fabrice Arfi. Fabrice qui a révélé l'affaire, donc maintenant il y a 10 jours, au cœur de l'affaire. Il est complètement épuisé parce qu'il court les plateaux de télévision. Et l'enquête. Et en plus tu travailles. Tu viens par exemple de chez nos amis d'Arrêt sur Image qui viennent d'enregistrer une émission avec toi, donc tu as répondu à beaucoup de questions. Tu vas continuer ce soir. Mathilde Mathieu. Mathilde en particulier a enquêté sur tout le volet financier de l'affaire, c'est-à-dire d'où vient l'argent, comment se transmet-il, tu nous raconteras ça. Léna Ibredou, tu suis l'exécutif pour Mediapart, donc l'Élysée, Matignon, tu étais à Bruxelles aujourd'hui, donc comment l'onde de choc de l'affaire se répand à l'intérieur de l'exécutif. Dan Israël, spécialiste justement de l'étude de l'évasion fiscale, comment ça marche, les paradis fiscaux, qu'est-ce que c'est que la technique de tout ça. On parlera de tout ça avec toi. Et puis Edoui Plenel, qui est à côté de moi, lui aussi, il a beaucoup fréquenté les plateaux de télévision et de radio depuis une dizaine de jours, et c'est les mêmes questions qui reviennent, et ces mêmes questions, on les reposera d'ailleurs, simplement on aura peut-être un peu plus de temps que d'habitude pour y répondre, et puis on essaiera d'en rajouter d'autres. Alors Edoui, juste un mot avant de commencer avec Fabrice, et hors de toute caricature, hors de toute langue de bois, ça a été souvent présenté, Mediapart contre le ministre, Mediapart veut la peau d'un ministre de gauche, pour bien montrer que Sarkozy, voilà, c'est fini, etc., qu'avec la gauche, on est capable d'appliquer le même traitement. J'ai beaucoup entendu tout ça. Qu'est-ce que c'est? Quelle est l'importance du journalisme d'enquête? Oui, d'enquête, d'investigation, et pourquoi ce journalisme-là a-t-il une place si importante à Mediapart? On est au cœur à la fois de la définition de ce qu'on a voulu faire avec Mediapart et en même temps de la difficulté parfois de la réception quand on démarre. La particularité de Mediapart, à la différence de ce qu'on a souvent connu, c'est de faire ce qu'on pourrait appeler l'enquête d'initiative. Pas le procès verbal sorti d'un dossier judiciaire, pas le cabinet d'un avocat qui transmet les informations qui arrangent son client. Si on prend toutes les affaires qui ont donné l'identité de Mediapart jusqu'à celle-ci, elles n'ont pas pour point de départ un dossier judiciaire. Mieux, ce sont les révélations de Mediapart qui ont mis en branle la justice. Par exemple, c'est passé inaperçu, mais 2 jours après nos révélations sur Cahuzac, on apprenait que le juge Van Ruymbeck a eu un supplétif pour enquêter sur le volet libyen du financement de M. Takedine. Et vous vous souvenez de nos révélations sur Nicolas Sarkozy et Kadhafi. Mais il en était de même au début de l'affaire Karachi,
le rapport, déjà, c'était Fabrice Arfi, c'était en septembre 2008, le rapport Nautilus, c'était avant la justice. Bettencourt, évidemment, Takedine, évidemment, Tapi aussi, évidemment, et jusqu'à celle-ci. C'est là la caractéristique de Mediapart. Personne n'est venu frapper à notre porte pour dire « faut que vous alliez chercher M. Cahuzac ». Nous avons nous-mêmes enquêté. Et en enquêtant, nous sommes tombés sur ce compte suisse. L'idée d'intérêt public est évidente. Ce n'est pas la gauche, la droite. Je me souviens d'un discours au Bourget. C'était il y aura bientôt 1 an, de lancement de candidature de François Hollande. Il parlait du futur président. Et il disait qu'avec le futur président, les fraudeurs, la République les rattrapera. Ben nous, on s'occupe que de la République les rattrape. En l'occurrence, nous sommes catégoriques, nous sommes fermes, on va détailler, on va répondre à toutes les questions. On en a même en direct, là, qui nous viennent des lecteurs. Mais nous sommes très au clair. Dans cette enquête où nous avons travaillé comme dans les précédentes, nous sommes totalement catégoriques sur le fait que l'actuel détenteur du ministère du Budget, patron de l'administration fiscale, en charge de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale, a, depuis le début des années 90, au moment où il quitte un cabinet ministériel, celui de la santé, où il était en charge de la pharmacie et des équipements lourds, a un compte suisse non déclaré, donc illégal, pour abriter des fonds qui ont été cachés à la richesse nationale, qu'il l'a gardé pendant une vingtaine d'années, qu'il l'a fermé début 2010 et que ces avoirs ont été transférés dans la technique des paradis fiscaux vers Singapour. Nous sommes affirmatifs, catégoriques, nous allons détailler nos preuves, nos éléments, notre façon de travailler. Voilà exactement quelle est cette histoire. Et il y aura un second plateau tout à l'heure où Martine Orange viendra remplacer à côté de moi Edoui Plenel, où nous étendrons le débat justement à l'évasion fiscale. Comment ça marche? Les paradis fiscaux, après la crise d'il y a 4 ans, tout ça c'était terminé, c'était une nouvelle ère. On voit que tout s'est perpétué, tout continue. On y consacrera presque 1 heure tout à l'heure. Mais alors justement, Edoui, une question de lecteur. Je vais poser la question à Fabrice Arfi, 18h01, Jacques Chopin, abonné à Mediapart. Que cherchez-vous avec le feuilleton Cahuzac? À le faire démissionner? Dites-le, comme cela, les choses seront claires. Non, nous, on n'est pas responsable des conséquences politiques de nos enquêtes. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à révéler des informations d'intérêt public. Point barre. C'est-à-dire que si, en effet, le ministre du Budget, et c'est le cas, puisque nous l'affirmons et nous le répétons, a détenu un compte en Suisse non déclaré et soustrait à la solidarité nationale, alors qu'il est censé être le garant, c'est ce que disait Edoui, de la lutte contre la fraude fiscale, on est au cœur de l'information d'intérêt public. Après, je crois que, bon, les faits, pour nous, ils sont évidemment avérés, nous sommes affirmatifs. Et comment peut-il évidemment rester au gouvernement? Voilà, mais c'est pas à nous de prendre ces décisions-là. Nous mettons des informations sur la table. Elles doivent maintenant alimenter la conversation démocratique. Fabrice, avant de détailler pourquoi nous sommes catégoriques et les éléments de preuve, je voudrais expliquer, au-delà du fait de dire qu'il est le patron de l'administration fiscale, pourquoi très concrètement c'est un conflit d'intérêts. La situation dans laquelle il est aujourd'hui, y compris en démentant nos informations. Oui, alors c'est intéressant, et c'est toujours ce qui est très intéressant dans ce type d'affaires, c'est qu'elles révèlent des dysfonctionnements institutionnels et démocratiques qui vont au-delà des faits eux-mêmes. Et là, il y en a un, c'est le conflit d'intérêts, et on découvre à quel point notre démocratie n'est pas outillée, n'a pas prévu les organes de contrôle et les contre-pouvoirs institutionnels dans le cas d'un ministre du Budget qui serait soupçonné de fraude fiscale. Pourquoi? Parce que depuis nos révélations, contrairement à ce qui est dit, il n'y a aucune enquête judiciaire sur le fond des faits qui est ouverte. Il y a une enquête judiciaire contre Mediapart suite à la plainte de M. Cahuzac. Nous n'avons aucun problème avec ça. Et nous ferons l'offre de preuves devant le tribunal, les témoins, les documents. Aucun problème. Nous ne sommes pas au-dessus de la loi. Donc, mais il n'y a pas d'enquête sur les faits eux-mêmes. Il n'y a pas d'enquête sur les faits eux-mêmes. Pourquoi? Parce que la seule manière qu'il y ait une enquête sur les faits eux-mêmes, il faut qu'il y ait l'accord de qui? Du ministre du Budget, M. Cahuzac. Soit judiciairement, soit fiscalement. De la même manière, nous avons aujourd'hui un juge en France qui s'appelle Guillaume Daillef, un juge d'instruction parisien, financier, qui enquête sur une affaire qui s'appelle UBS, qui concerne les comptes cachés des Français à l'UBS en Suisse ou ailleurs. Qui est partie civile dans ce dossier?
le ministère du Budget, Jérôme Cahuzac. Donc on voit qu'on est là dans une situation de conflit d'intérêts institutionnel qui verrouille la possibilité d'aller plus loin judiciairement sur le chemin de la vérité. Est-ce qu'on peut raconter, Fabrice, comment cette affaire a commencé? On a bien compris qu'un journaliste avait des sources et que pour ne pas se défausser d'abord de sa propre responsabilité de journaliste, il ne peut pas se défausser justement sur ses sources. Donc je ne demande pas évidemment des noms. Mais en revanche, est-ce qu'on peut raconter quel fil on tire? Comment une histoire pareille commence? Alors, Edoui parlait tout à l'heure d'une sorte de journalisme d'initiative. Et là, ça en est en fait un peu la caricature. C'est-à-dire que parfois, il peut arriver qu'on soit alerté par quelqu'un qui nous dit oh, j'ai l'impression qu'il y a des faits à aller gratter de ce côté-là, ou une source habituelle, en confiance, qui nous donne un document et qui déclenche une enquête, etc. Là, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est une partie de notre métier consiste parfois à avoir l'esprit un peu mal tourné. Et quand on a vu juste... On peut dire plus. Quand on a vu juste, on appelle ça une intuition, puis quand on a dit faux, quand on dit faux, c'est un a priori. Voilà. Bon. Quelle est l'intuition que nous avons sur cette affaire? Quand nous révélons à Mediapart l'affaire Bettencourt, il se trouve que moi, j'ai au téléphone Jérôme Cahuzac, qui est président de la Commission des Finances, et de manière assez opportuniste, je me dis, voilà, un président de la Commission des Finances, socialiste, affaire Bettencourt, peut-être qu'il y a moyen d'avoir des infos. Bon. Et je le trouve très en arrière de la main sur Éric Woerth. Très en arrière de la main. Et le 20 juin 2010, au micro de la radio J, il déclare « Il n'y a pas d'affaire Bettencourt, il n'y a pas d'affaire Woerth. Woerth est un homme honnête. » Bon. Donc il y a cette première petite impression qui passera avec le temps, puisqu'on fera beaucoup d'autres enquêtes, etc. Et en mai 2012, Jérôme Cahuzac, Éric Woerth, nommé au ministère du Budget, quelle est sa première décision? Pas la deuxième, la première. C'est de commander à un universitaire ami, qui est également proche d'un autre ami à lui, Guy Carcassonne, universitaire spécialiste du droit public, qui s'appelle Philippe Terner, qu'il avait fait travailler à la mairie de Villeneuve-sur-Lot sur les huiles végétales. Il lui demande de faire un rapport sur l'affaire de Compiègne. Cette affaire, autre affaire parallèle à l'affaire Bettencourt, qui met en cause Éric Woerth. C'est l'affaire de l'hippodrome. L'affaire de l'hippodrome de Compiègne. Et qu'est-ce qu'on découvre? Que ce spécialiste du droit public, qui n'est pas spécialiste de l'immobilier, qui n'est pas spécialiste des domaines, qui n'est pas spécialiste des forêts, qui n'est pas spécialiste des hippodromes, pond un rapport de 10 pages qui blanchit littéralement Éric Woerth. Là où il y a une enquête judiciaire. Qui le blanchit de quoi, Fabrice? En un mot, rappelez l'affaire dans l'affaire. L'affaire de l'hippodrome de Compiègne, oui. C'est que Éric Woerth a bradé un bien de l'État au profit d'amis. Voilà. Donc ça peut être une prise illégale d'intérêt, un trafic d'influence. Donc il a sous-évalué, sous-vendu. Sous-vendu en connaissance de cause, un bien public. Donc c'était très mauvais pour les finances de l'État. Il y a une enquête judiciaire ouverte bien avant que Jérôme Cahuzac arrive à Bercy. Et la Cour de justice de la République qui enquête avait mandaté 3 spécialistes, 3 experts judiciaires dans tous les domaines que nous citons, qui eux ont rendu pas un rapport de 10 pages, un rapport de 155 pages, qui était accablant pour Éric Woerth et qui était déjà connu, puisque Mediapart, Michel Deléan, chez nous, l'avait notamment révélé. Et donc, je me dis, mais qu'est-ce que ça cache? Si ça cache quelque chose, pourquoi le ministre du Budget se sent le besoin, dès qu'il arrive au ministère du Budget, d'aller commander un rapport, sincèrement, je ne vais pas dire Xavier Tibéri, mais un rapport de 10 pages pour blanchir son prédécesseur? Précision sur ce rapport, les pièces qu'ont les experts de la Cour de justice de la République, ce supposé expert ne les a pas vues. Ben non, il ne peut pas. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Donc voilà. C'était un rapport à l'aveugle, presque. Et voilà quel est le déclencheur de l'enquête de Mediapart à l'été dernier. Donc on est 6 mois plus tard. Et donc là, mais très classiquement, on commence à s'intéresser au parcours politique de Jérôme Cahuzac, à son parcours professionnel, la chirurgie, sa clinique, ses rapports au laboratoire, l'entreprise de lobbying pharmaceutique qu'il avait, qui s'appelait Cahuzac Conseil. On tire un fil, on découvre une histoire, une deuxième, une troisième, on se déplace en France, ailleurs, on enquête, on rencontre des dizaines et des dizaines de personnes, jusqu'au moment où commence à poindre cette information qui n'en est pas une à l'époque, qu'il y aurait un compte suisse, et qu'il y aurait des éléments matériels. Alors nous trouvons des sources, parce que nous avons des sources dans cette affaire, mais comme dans les autres, aux meilleurs endroits. Et nous découvrons aussi des éléments matériels, notamment
un enregistrement qu'il a fallu arracher, qui est un enregistrement dont on va évidemment parler, mais qui n'est pas arrivé tout cuit sur le plateau de Mediapart. D'abord, j'en ai entendu parler une première fois, j'ai rencontré une source qui était au courant de cette histoire, et puis le détenteur de l'enregistrement, puis on s'est vu une fois, 2 fois, Ce qui veut dire que cet 3 fois. enregistrement avait déjà été entendu par des personnes tierces. Oui, cet enregistrement avait déjà été entendu, cet enregistrement avait été même placé chez un notaire, et à force de discussion, voilà, j'ai pu en quelque sorte arracher ce document avec le consentement de la source, l'authentifier de A à Z, les circonstances dans lesquelles il a été fait, qui sont complètement rocambolesques, il faut bien le dire, mais on n'invente rien, et puis les sources que nous avons, qui nous permettent d'être absolument affirmatifs sur un certain nombre de détails, car il n'y a pas que l'enregistrement, il y a l'ouverture du compte, il y a sa fermeture début 2010, qui n'est pas dans l'enregistrement, et les circonstances dans lesquelles tout cela s'est passé, et aujourd'hui les mensonges, ou en tout cas les non-réponses de Jérôme Cahuzac par rapport à nos questions qui sont précises. Ça, on va y venir. Mais justement, sur la certitude, parce que premier article, donc, le ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, possède un compte en Suisse, d'accord. Article d'Edoui Plenel quelques jours plus tard, où il dit en gros, le secret bancaire pour les journalistes, c'est comme le secret défense. C'est le truc impossible à percer, quasiment impossible à percer. Alors, tu dis, nous avons les meilleures sources dans les meilleurs endroits. Mais la banque suisse, UBS, enfin là, on est face quand même à un mur que personne ou presque n'arrive jamais à percer. Donc comment peut-on faire, et c'est ce qu'on entend depuis 10 jours, la preuve, la preuve, la preuve. Je me souviens d'une émission de télévision où tu étais sur le plateau, Jean-Michel Apathy, pour ne pas le nommer, t'as dit, montrez-moi le relevé bancaire avec le compte suisse et marqué Jérôme Cahuzac. C'est-à-dire qu'il demandait une preuve qui, par définition, n'existe pas, puisque c'est le secret bancaire, la Suisse. Mais comment fait-on avec le secret bancaire? Comment il peut y avoir le secret bancaire forteresse imprenable d'un côté et la certitude absolue de l'autre? Voilà ma question. Il y a le journalisme entre les deux. Simplement, peut-être un tout petit recul historique, journalistique. Prenons l'affaire Ben Barka, révélée par Jacques de Rogy dans l'Express. Y a-t-il le moindre élément matériel dans l'enquête de Jacques de Rogy? Il n'y en a pas. Prenons l'affaire, le Graal journalistique du Watergate. Dans l'enquête du Washington Post de Carl Bernstein et Bob Woodward, y a-t-il le moindre élément matériel? La preuve, la preuve, la preuve. Il n'y en a pas. Prenons l'affaire des plombiers de micro du Canard enchaîné, les plombiers du Canard, qui espionnent le Canard enchaîné. Claude Angéli révèle l'identité des agents de la DST qui ont posé les micros une semaine après. Claude Angéli a-t-il la moindre preuve documentaire de cela? Il ne l'a pas. Edoui Plenel, l'affaire du Rainbow Warrior qu'il révèle dans Le Monde, est-ce qu'il a, quand il sort le Rainbow Warrior, l'ordre de mission de Charles Hernu écrit qui demande à la DGSE de couler le bateau? Non. Il dit même qu'il en avait 10 fois moins que Mediapart aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les journalistes ont des sources. Mais dans l'affaire Cahuzac, nous avons des sources et nous avons des preuves. Nous avons les deux. Et il y en a une qui n'est quand même pas des moindres. Nous avons l'enregistrement qui montre que celui qui parle le mieux de son compte suisse, c'est Jérôme Cahuzac. Qui n'est pas, quand même, juste pour mettre les choses en perspective, depuis que nous avons diffusé l'enregistrement, avez-vous entendu une seule fois de la bouche de Jérôme Cahuzac un démenti? Est-ce qu'il a dit « c'est pas vrai, c'est pas moi, c'est pas ma voix » Il a dit que ça ne l'impressionnait pas. Ah oui, mais alors là, c'est des psychanalystes. J'imagine que c'est à ça qu'il faisait allusion. Il a dit ce qu'avance Mediapart ne m'impressionne pas. Là, personne ne demande à Jérôme Cahuzac d'être impressionné ou convaincu. Il n'y a pas eu de démenti. Bon. Il n'a pas dit c'est pas moi sur cette bande. Mais non, il n'a jamais démenti. Nous avons depuis, il n'a pas déposé plainte pour faux ou quoi que ce soit. C'est très simple. Soit cette bande c'est le fruit d'un montage et nous sommes dans une forgerie digne de Clearstream. Et alors là, honte sur nous si on s'est trompé. Vous êtes d'une naïveté sans nom puisque vous diffusez des montages dignes de Thierry Luron, quoi. Voilà. Ou alors, on a Gérald Daran est un pigiste caché de Mediapart, etc. Bon. Ou alors, c'est une preuve absolument irréfutable, avec des éléments, notamment dans la bande, d'identification très simple. Ne serait-ce que la voix. Chacun, sincèrement, on prend un peu le temps au casque, parce qu'on entend toujours cette médiocre qualité. Évidemment, on ne va pas avoir une bande en Dolby Surround THX. C'est évidemment qu'elle est de mauvaise qualité. Il n'est pas venu le dire dans un studio de radio. Non,
Hein, donc si on prend le casque, on écoute patiemment, pas une fois, pas 2 fois, 15 fois, qu'on compare avec des interviews à voix basse de Jérôme Cahuzac. Ici, des professionnels sont venus pour nous assurer que la bande n'était pas le fruit d'un montage, je veux dire techniquement. Bon, la bande, nous avons pu faire par ailleurs authentifier la voix auprès de, on va dire, d'un entourage de Jérôme Cahuzac. Et puis, il y a un élément d'authentification factuel dans la bande. Quand il dit « Il n'est pas exclu que je devienne maire en mars prochain ». La bande date de la fin, l'enregistrement date de la fin de l'année 2000. Et que se passe-t-il en mars de l'année prochaine, en mars 2001? Jérôme Cahuzac devient maire de Villeneuve-sur-Lot. Il y a les municipales de Villeneuve-sur-Lot et il devient en effet maire. Après cet article, nous avons révélé à Mediapart l'identité du correspondant de M. Cahuzac, Hervé Dreyfus, qui était son gestionnaire de fortune et celui qui était chargé de gérer notamment les avoirs cachés. Avez-vous entendu le moindre démenti de Jérôme Cahuzac, de Hervé Dreyfus? C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que depuis que nous avons révélé l'enregistrement et les enquêtes qui ont suivi, on entend les mouches voler au ministère du Budget. Et pour cause, l'État sait très bien de quoi nous parlons. Edoui. Non, je voudrais expliquer parce qu'on blague, mais en même temps, il y a dans le... On n'a pas blagué beaucoup. Non, c'était juge Giralda à la blague. Mais c'est très bien. Non, mais moi, je ne se refais pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est par rapport à ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire que dans une information, il y a la question de sa réception. On est au tout début de cette affaire. Et tout d'un coup est arrivé un ovni qui s'appelle Mediapart. Le paysage n'était pas fait. Les gens n'étaient pas habitués. Donc tout d'un coup, il y a quelque chose qui débarque et qui surprend. Ce ministre réussit, ce ministre s'est imposé. Il est là, il est au cœur, il a des réseaux médiatiques. Le premier qui nous appelle n'est pas M. Cahuzac, c'est M. Stéphane Fuchs, qui s'occupait déjà de la communication de M. Strauss-Kahn. Donc c'est ce monde-là qui est là et qui est dans les rédactions. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'impact de nos informations passe au filtre de gens, pour dire les choses sincèrement, qui, depuis longtemps, s'ils nous en ont fait dans le passé, ne font pas d'enquête, ne font pas de terrain. Et donc, font une pédagogie de notre métier qui est trompeuse. Notre métier, nous, journalistes, n'est pas un métier de juge ou de policier. Nous ne sommes pas là pour dire, voilà la preuve finale qui fait que vous allez être ou non condamné. Notre métier est un lanceur d'alerte. Nous sommes des chiens de garde, comme on dit, de la démocratie. Nous répondons à des règles. Les règles, on pourrait dire, c'est celles qui font que vous faites un bon puzzle. Il faut que les pièces s'ajustent et que vous ne vous trompez pas de pièces. Et ça, c'est ce qu'on appelle le recoupement, la vérification, le fait d'avoir des sources différentes, multiples. Quand une enquête comme celle-là a lieu, Fabrice, il n'est pas tout seul dans son coin, comme n'importe quel autre. Ici, à Mediapart, il ne va pas en vadrouille et puis un jour, il dit, au fait, les gars, j'ai un truc. Il y a des va-et-vient permanents, il y a des discussions. Quand on se dit que c'est prêt, avant on s'est dit, mais c'est peut-être pas prêt. On s'est dit, il y a un doute, est-ce qu'on peut y aller? Est-ce que là, toutes ces questions, on se les est posées avant. On joue notre réputation. On sait qu'il va y avoir forcément une polémique. On sait qu'il est de droit que la personne mise en cause puisse nous poursuivre et qu'il va falloir faire une oeuvre de preuve, donc aller devant un tribunal, tenir debout. On s'est posé même des questions très importantes qui sont dans l'artisanat du métier. Laisser le temps de la réaction. On a prévenu le lundi. Donc on a laissé les communicants se mettre en branle. On ne s'est pas dit, tiens, on leur donne que 3 heures. On s'est dit, on leur donne une journée entière. Et on leur a dit qu'on laissait le temps. Parce qu'on voulait voir M. Cahuzac. Donc, on fait tout ce travail. Donc, notre travail, c'est de mettre quelque chose dont nous sommes prêts à rendre compte sur la base de sources multiples et diverses, de documents multiples et diverses, de recoupements multiples et diverses, qui sont là sur la table. Et voilà, ils sont là devant tout le monde. Donc, quand nous disons, les preuves sont sous vos yeux, et vous ne voulez pas les voir, nous nous adressons un peu, au fond, à ce filtre qui est construit dans le grand public par des gens qui ont oublié ce que c'est que l'enquête. Fabrice. Oui, parce qu'en fait, je découvre, plutôt, cette affaire révèle à quel point une partie des confrères, vous avez cité Jean-Michel Apathy, mais d'autres, se transforment, eux, en jurés populaires, en disant, on en veut plus, des preuves pour qu'on puisse juger, le tribunal de l'opinion, c'est nous. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Nous ne sommes pas procureurs, nous ne sommes pas flics, nous ne sommes pas juges. Donc nous mettons des informations sur la table, nous les assumons. On n'est pas fous, on les assume, ces informations. Ce qu'il faut qu'il se passe maintenant, c'est qu'il y ait un relais institutionnel, donc des enquêtes judiciaires ou fiscales sur le fond des faits.
Et pas simplement l'idée qu'il y a un match Cahuzac, Mediapart, avec ce truc de Mediapart accuse, Mediapart informe. Alors oui, les informations sont dérangeantes. Je veux juste faire un petit addendum. Dans une démocratie normale, M. Cahuzac a le droit de nous poursuivre. Peut-être pas comme ministre, puisque le compte le concerne comme personne privée. Mais en revanche, Fabrice l'a dit, il y a un juge chargé de l'UBS. Nos faits sont sur la table. Qu'est-ce qu'attend le parquet pour dire au juge indépendant d'instruction financière, il y a des faits nouveaux qui quand même ébranlent la République, parce que si c'est vrai, je rappelle que le délit de fraude fiscale est un délit continu. Donc, c'est là, il faut qu'on sache qu'il en est, nous, la justice indépendante. J'ai entendu dire qu'on voulait que la justice soit indépendante. Donc le parquet devrait faire ça, le juge devrait avoir un supplétif, comme l'on dit, pour clarifier cette affaire. Ça, c'est ça le fonctionnement d'une démocratie normale. Autre question, tout de même, l'accusation de feuilletonnage. Ça, je l'ai beaucoup entendu depuis 10 jours. Ils commencent par une accusation, ils sont sûrs de leur coup. Seconde preuve, deux jours plus tard, Edoui a commencé à répondre. Mais j'aimerais insister là-dessus. Troisième, on sait à qui il parlait. Quatrième jour. C'est-à-dire, en gros, vous en avez 10, 12 épisodes, là, sous la pédale, et puis vous les distillez. Un tous les 2 jours, un tous les 3 jours. Assez désagréable, cette accusation, je l'entends depuis 10 jours. Vrai ou faux? Alors, 2 réponses. Une réponse générale sur le feuilletonnage et une réponse sur le cas d'espèce. Sur le feuilletonnage, sincèrement, je crois que c'est un non-débat. Sincèrement. C'est-à-dire que, est-ce qu'il arrive que Mediapart ne livre pas tous ses biscuits tout de suite? Évidemment que oui. Mais qui va nous le reprocher? On est des toutes petites choses, là. On est une petite barque avec nos rames face à des paquebots gigantesques qui s'appellent l'État, le gouvernement, les agences de communication, parfois les services de renseignement à qui on a eu affaire dans des affaires précédentes. On va nous reprocher N'oubliez pas la finance. Et la finance, on va nous reprocher d'être un peu malin pour simplement quoi? Faire éclater la vérité. Il n'y a que ça qui compte. Donc moi, j'ai aucun problème avec ça. Quand le Canard enchaîné révèle les financements troubles de l'appartement de Nicolas Sarkozy sur l'île de la Jatte, est-ce qu'il publie les documents? Non. Nicolas Sarkozy dément. La semaine d'après, le Canard enchaîné sort tous les documents. Est-ce qu'on accuse le Canard enchaîné de faire du feuilletonnage? Non. Donc c'est un faux débat. Le cas d'espèce, la réponse. Quand nous faisons le premier papier à Mediapart, je n'ai pas l'autorisation de ma source de diffuser l'enregistrement. C'est la stricte vérité. Je n'ai pas son autorisation de diffuser l'enregistrement. L'enregistrement fait partie de notre offre de preuve en cas de procès. Mais la réaction de Jérôme Cahuzac a été tellement véhémente. C'est son droit. Il menaçait de procès sur Twitter, je crois, la première réaction. Voilà, tout le monde. Quiconque sur Twitter reprenait l'info. Quiconque se faisait l'écho de l'information. Voilà. On s'est un peu retrouvé, pas au pied du mur, mais face à cette situation un peu folle, face à nos informations, et le ministre, enfin folle et prévisible en même temps, il dément. Démesuré dans la réaction. Bon. Et donc, je rappelle la source, je vois la source, on discute. Et la source me dit, bon, d'accord, allez-y. Et là, nous avons l'autorisation de diffuser l'enregistrement. Il faut comprendre que moi, j'ai aucune difficulté à créer de la frustration chez des confrères qui passent leur temps de RTL au Grand Journal, du Grand Journal à RTL et de RTL au Grand Journal. J'ai aucun souci avec ça. Je peux pas rompre le pacte sacré de ma profession, le serment tacite qui est la protection des sources et le secret des sources. Donc, je préfère qu'il y ait ce petit débat sans intérêt pendant quelques jours et protéger mes sources pour que je continue l'enquête et je sorte des informations que me livrer à ce cirque de jurés autoproclamés, des preuves, mais qu'ils demandent des enquêtes. Comment as-tu obtenu l'enregistrement ? Non, mais bon, avec les sources, des fois, et donc à coup d'Armagnac. Voilà. C'est-à-dire que. C'est un scoop de Arrêt-sur-Image. Oui, j'ai déjà dit tout à l'heure sur Arrêt-sur-Image. Non, mais. Quelle année l'Armagnac ? Je sais pas, mais il était bon. Il faut payer chaque personne parfois. Non, mais au-delà du sourire, ce que ça dit, c'est. Encore une fois, cet enregistrement ne nous est pas envoyé par la poste, quoi. Voilà, c'est-à-dire que les informations, des fois, on va les chercher avec les dents. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Et des fois, avec les dents et avec la bouche, on peut aussi boire de l'Armagnac et ça aide à convaincre les gens. Voilà. Parce qu'on a bien compris à qui Jérôme Cahuzac parlait. Ça, c'est à peu près clair. En revanche, ce qu'on ne sait pas, c'est la personne de sa connaissance
qu'il venait d'appeler, puisque visiblement il a réitéré le numéro de téléphone. À qui il avait laissé un message. Voilà, et donc l'enregistreur de cette personne a enregistré toute sa conversation, ou une partie de sa conversation avec, avec son gestionnaire de fortune. Moi, c'est des amis qui m'ont dit ça, qui n'ont pas forcément de sympathie, ni pour le ministre, ni pour Mediapart, qui ne sont pas journalistes, qui ne sont pas Jean-Michel Apathy, qui n'écrivent pas au Canard enchaîné. Mais des amis m'ont dit, mais le type qui garde ça pendant des années, comme ça, qui l'écoute, qui sent que c'est explosif, c'est un grand pervers, et il ne doit pas l'aimer beaucoup. Alors, c'est plus compliqué que ça. J'imagine. Alors, encore une fois, moi, je ne peux pas parler à la place des sources. Hein. Je ne suis pas le porte-parole des sources. Je pose une question, je ne vais pas avoir une réponse très longue. Mais la question, elle se pose. Mais elle se pose et la réponse va être donnée. Ça revient à ce qu'a dit Edoui et le propos préliminaire de notre conversation. Nous sommes dans le cadre d'une enquête d'initiative de Mediapart. Donc, je suis allé embêter des gens, moi, avec mon intuition ou mes a priori. C'est-à-dire que j'ai remué des choses à plein d'endroits différents sur Jérôme Cahuzac. J'ai réveillé des fantômes. Donc, personne n'avait prévu, et surtout pas la source, que cet enregistrement, il l'utilise. D'ailleurs, il ne l'a pas utilisé. Alors, pourquoi il ne l'a pas utilisé? Parce que c'est compliqué. Parce que quand on est... comme ça, destinataire d'un accident de l'histoire hallucinant comme ce pocket call, comme on appelle, le coup de fil involontaire qui nous est tous arrivé, je crois, au moins une fois dans notre vie, et qui a des informations en même temps explosives dedans d'intérêt public, mais c'est une conversation surprise sans le consentement des personnes qui discutent, eh ben, le détenteur de cela n'a pas su quoi en faire. Mais je peux vous garantir que le détenteur est quelqu'un d'extrêmement honorable et que la vérité sur l'histoire de cet enregistrement l'honneur. Je peux ajouter juste que j'ai tenu à rencontrer cette source en tant que directeur de la publication et non pas que je ne fasse pas confiance à Fabrice, mais voilà. C'était dire l'importance. L'importance de ça, et aussi le risque pris. Et je peux dire, c'est le genre de source, voilà. Il y a des sources comme ça, il y a des sources... Voilà, des bonnes, très bonnes. Oui, c'est-à-dire que... Non, mais là, vous voyez, vous rigolez tous les deux parce que c'est votre métier de travailler avec ça. Mais ce que vient de dire Edoui, en fait, c'est qu'il y a des sources dont légitimement, il faut encore être sûr, recouper, etc. Parce qu'on ne peut pas leur faire une confiance absolue comme ça. Mais ça, c'est la source de l'enregistrement. Par ailleurs, il y a les autres sources qui nous permettent d'affirmer le compte suisse. C'est-à-dire que... C'est le contexte, le puzzle. C'est-à-dire que là, nous parlons juste de la source de la bande-son. Mais il y a toutes les autres sources qui nous racontent l'histoire du compte suisse. Encore une fois, les éléments d'information factuelle, quand on raconte le déplacement de Jérôme Cahuzac discret début 2010, quand il se rend à Genève pour aller formellement clôturer le compte et en déplacer les avoirs dans un paradis fiscal plus lointain, ça, c'est pas l'enregistrement, puisque c'est 10 ans après. Vous avez vu quelle a été la réaction de Jérôme Cahuzac quand on l'a rencontré avec François Bonnet, directeur éditorial de Mediapart. Donc là, vous y allez, vous allez au ministère du Budget. Oui, et puis parce que Jérôme Cahuzac veut un directeur. Il ne veut pas parler qu'aux journalistes. Il veut donc, voilà, très bien. Donc François vient et on va au bureau, dans le bureau de M. Cahuzac au ministère du Budget. On l'interroge. Les questions sont très précises. Je l'interroge sur le déplacement à Genève. L'entretien est enregistré, avec son accord. Et lui aussi nous enregistrait d'ailleurs. Donc on avait nos 2 iPhones, Jérôme Cahuzac et moi-même, qui étaient collés sur la table et on enregistrait chacun la même discussion. Je l'interroge sur le déplacement à Genève. Il a une sorte de démenti implicite. Alors, pourquoi? Parce que je lui dis sur le déplacement à Genève, et puis il fait comme ça un peu non de la tête, et sa réponse c'est pas plus qu'à Milan, Rome ou New York. Alors, mais je lui repose la question, mais est-ce que vous êtes allé à Genève début 2010 ça? Il dit, je ne vais pas vous le répéter, pas plus qu'à Milan, Rome ou New York. Bon, très bien. Le lendemain, au micro de Jean-Michel Apathy, qui est un peu la star de ce soir, Jérôme Cahuzac dit que ce déplacement est probable. Ah bon, donc ce déplacement qui était plus ou moins démenti la veille devient probable. Et il explique sa raison. Et alors, la raison est absolument vertigineuse, c'est qu'en tant que député, car il n'est pas président de la commission des finances à l'époque, en tant que simple député, il va à Genève aller rencontrer des informateurs secrets qui ont des informations de nature fiscale à lui donner, qu'ils n'avaient pas très envie de traverser la frontière.
Non, mais On sérieusement. se dit que Jérôme Non, mais- Cahuzac est peut-être journaliste à Mediapart. Voilà, ou aviseur du fisc, ou enquêteur fiscal. Avec un petit et- détail qui tue. et- Il dit, vas-y, sur les billets de train. Voilà, et il dit, Mediapart a dit que ce déplacement était discret. Il est tellement pas discret que j'ai pris mon billet avec L'agence de voyage l'agence de l'Assemblée. l'agence de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, je vais vous produire le billet. On attend toujours le billet. Et d'après nos informations, Ils le l'ont pas billet trouvé. est introuvable. Ils l'ont pas trouvé à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, un député, Mathilde est la spécialiste mondiale de l'Assemblée nationale française. Un député, généralement, quand il fait ce genre de mission un peu officielle, il peut être accompagné d'administrateurs ou d'autres personnes, etc. Pour l'instant, l'explication de Jérôme Cahuzac au micro de Jean-Michel Apathy, excusez-moi, mais Il va rarement se promener tout seul. Elle a volé en éclats. Elle a volé en éclats. Fabrice, on va revenir à l'enquête proprement dite et on va parler évidemment de ses suites. Mais quand même, Lénaïque Bredeau, une question sur la répercussion, parce que c'est quand même une bombe, cette affaire. C'est la première grande affaire du quinquennat Hollande, qu'on le veuille ou non. C'est le ministre du budget, donc pièce essentielle du dispositif, avec un choc fiscal de 60 milliards. Voilà, ça tombe sur lui. Comment ça s'est propagé? Quelle a été la réaction de l'exécutif aux révélations de Mediapart? Alors la réaction dans le secret de leur bureau reste dans le secret de leur bureau. On voit d'abord ce qu'ils ont dit. Effectivement, ça s'est propagé très vite, d'autant plus que Jérôme Cahuzac n'est effectivement pas un ministre comme les autres du gouvernement. D'abord à cause du poste qu'il occupe, dans la période, l'austérité, le plan d'austérité, effectivement, où il a un rôle majeur à jouer parce que, effectivement, ça fait partie des axes centraux de la politique de François Hollande que Jérôme Cahuzac est chargé de mettre en musique, et d'autant plus qu'il fait partie des rares ministres à avoir plutôt crevé l'écran depuis qu'il est ministre, parce qu'il est très exposé et aussi parce qu'il s'en est très bien sorti médiatiquement et au Parlement, à l'Assemblée nationale, où la droite a fait un feu nourri sur le gouvernement depuis qu'ils sont arrivés, enfin moins depuis leurs histoires de présidence, mais en tout cas où en juillet, en septembre, en octobre, ils étaient extrêmement virulents à l'Assemblée nationale. Celui qui est devenu une sorte de petite star de l'Assemblée nationale, c'est clairement Jérôme Cahuzac parce qu'il est extrêmement brillant. Il maîtrise ses dossiers et il était vanté pour tout ça depuis assez longtemps. Et il s'en était sorti, alors avec de solides détestations, ce qu'on peut imaginer, mais il s'en était sorti, disons aussi, avec les honneurs de ses arbitrages avec les différents ministres, quand il expliquait à tel ou à tel ministre que son budget allait être réduit plus ou moins drastiquement. C'est-à-dire qu'on lui reconnaissait plutôt un succès dans tout cet équilibre budgétaire. Oui, alors ça lui n'a pas valu que des amitiés, y compris parmi certains membres du gouvernement qui l'ont laissé dire, laissé filtrer, voire presque dit officiellement qu'ils avaient eu des difficultés très importantes avec Jérôme Cahuzac, c'est le cas de plusieurs ministres, mais effectivement, il a bien maîtrisé ses dossiers, sa manière de le faire, et au final, il a gagné les arbitrages. Il avait aussi la confiance du président de la République, tout simplement, il faut le dire. On sait très bien que toutes ces questions budgétaires sont des questions sur lesquelles François Hollande est très en pointe, très spécialiste, sur lesquelles il arbitre lui-même directement, où l'Élysée a joué un vrai rôle sur les dossiers budgétaires en lien direct avec le ministre du Budget. Et la réaction publique, parce que l'Assemblée nationale, ça doit se propager quand même comme une traînée de poudre. Or, il se trouve que ce journal, Mediapart, est lu et connu et a fait la démonstration qu'il ne racontait pas tout à fait n'importe quoi pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Donc là, il doit y avoir quand même une sorte de gêne, de malaise, c'est-à-dire que, pour le dire presque de façon caricaturale, mais je le fais exprès, c'est pas le Figaro qui sort cette affaire, c'est Mediapart. Alors, comment ils réagissent à ça? Alors, effectivement, d'abord, ils sont embarrassés. Alors, il y a les conseillers qu'on interroge directement là-dessus en disant, voilà, quelle est votre réaction, tout simplement, à l'Élysée, à Matignon? Leur réponse est très simple, c'est celle qui a été celle de Jean-Marc Ayrault, de dire, voilà, Jérôme Cahuzac a juré devant le président de la République, devant le Premier ministre et devant l'Assemblée nationale, c'est-à-dire devant la représentation nationale, qu'il n'avait pas de compte en Suisse. Nous partons du principe que Jérôme Cahuzac dit vrai. Ils ne disent pas que c'est faux, ils ne disent pas que c'est vrai, nous croyons Jérôme Cahuzac, puisque Jérôme Cahuzac l'a dit dans des lieux extrêmement officiels. Ça, c'est une chose. Ensuite, leur embarras, il est très grand. D'abord parce qu'effectivement, l'affaire est embarrassante en elle-même à cause de la teneur même de la révélation, à cause du moment politique dans lequel elle s'inscrit et à cause du journal qui la révèle. Parce qu'en fait, la contradiction dans laquelle ils sont,
c'est qu'on a relatif silence des politiques, globalement. C'est-à-dire, le Parti socialiste, à part un communiqué isolé, très violent, et quelques députés, très peu finalement, pas énormément. Il y a eu Karine Berger, Razi Hamadi, il y a eu Jean-Vincent Placé chez les écologistes, mais d'autres écologistes, d'autres socialistes n'ont pas dit la même chose. Globalement, ils sont extrêmement embarrassés parce que comment ils peuvent dire, eux qui se sont appuyés sur les révélations de Mediapart, dans l'affaire Bettencourt, dans l'affaire Karachi, eux qui ont fait des communiqués en défense de la liberté d'expression et de la liberté de la presse, quand la droite, justement, nous taxait d'officine trotsko-fasciste, comment eux peuvent dire aujourd'hui que nous sommes une officine vouée à la dévotion de Nicolas Sarkozy? Et en même temps, on a envie de leur dire, mais ça c'est vrai que ce n'est pas une question, c'est juste une réflexion, sont-ils conscients de l'effet absolument dévastateur que produit cette espèce de solidarité de façade, en tout cas, de la classe politique? C'est-à-dire qu'entre ça et le tous pourri, ils savent, ils ont des contacts avec leurs électeurs, ils ne vivent pas dans une bulle. Est-ce qu'ils ont la moindre conscience de l'effet que ça peut produire? Je pense qu'il faut éviter de généraliser. Il y a aussi Justement. beaucoup de gens. On a aussi, on est plusieurs à rencontrer des conseillers, des élus, des militants politiques. Les réactions sont très variées. On a aussi eu des gens qui nous ont encouragés, alors sous le couvert de l'anonymat, en disant voilà, moi je ne sais pas si c'est vrai, s'il a un compte suisse, pas un compte suisse, mais en tout cas, faites votre travail, continuez à le faire. Enfin voilà, c'est pas unanime. Il y a pas, il y a une situation d'embarras objectif pour le pouvoir qui est aujourd'hui avec une affaire très grave qui touche un des ministres clés du gouvernement, et après la réaction des militants, des élus, qui sont parfois tiraillés entre dire bah oui c'est vrai, entre la volonté de pas vouloir que ça existe, entre le fait qu'ils sont attachés à la liberté de la presse mais ils nous disent ah bah oui, tout ça est compliqué humainement pour plein de gens, mais ça c'est sûr, c'est logique, c'est normal. La question elle est comment un chef de gouvernement, un Premier ministre et un président de la République font face à ce genre d'informations. Surtout sans trop extrapoler, on peut se dire qu'à cause donc de cette bande-son et la façon effectivement rocambolesque dont elle a été enregistrée, il est quand même difficile de se dire que et le président de la République et le Premier ministre n'ont pas pu l'écouter. C'est ce qu'a dit Jean-Marc Ayrault. C'est ce qu'a dit Jean-Marc Ayrault. Quand on sort la bande-son, il a dit non, j'ai pas eu le temps. Et il a dit, parce qu'on lui a posé la question, Oui, ce qui paraît assez naturel quand même. Non, j'ai pas eu le temps de l'écouter. Il dit qu'il n'a pas eu le temps, mais c'était le soir même des révélations. Ouais. Politiquement, il y a un effet de sens qui est quand même à signaler et qui rejoint notre discussion, c'est quel est le témoin de moralité, le premier témoin de moralité agité par Jérôme Cahuzac après nos révélations? C'est Éric Woerth. C'est Éric Woerth. C'est même avant parce que ça nous ramène à quelqu'un dont on n'a pas parlé, qui est Rémi Garnier, cet agent du fisc qu'on veut faire passer pour fragile et dingue. Et ça, c'est une vraie opération de communication assez honteuse, comme elle avait eu lieu pour Claire Thibault dans l'affaire Bettencourt, la comptable, c'est-à-dire qu'on croit trouver une source, en l'occurrence Rémi Garnier n'est pas notre source, et si on la décrédibilise, alors on décrédibilise l'affaire. Et certains journaux ont participé à ça. On raconte en gros qu'il est dans une croisade personnelle contre le ministre et qu'il est tellement dingue, c'est ce qu'on dit ici et là, carrément, que ça lui aurait coûté sa carrière, puisqu'il n'a pas les preuves de ce qu'il avance, mais que c'est une sorte de vendetta personnelle. Alors, Rémi Garnier, moi je découvre un rapport qu'il a fait, une alerte, un mémoire, qui date du 11 juin 2008, à l'époque où le ministre du Budget est, 3 petits points, Éric Woerth, sur un certain nombre d'éléments dont lui-même dit qu'il ne sait pas s'ils sont vrais ou faux. Mais il dit qu'il a eu des informations d'aviseurs du fisc, qu'il a pu consulter des dossiers fiscaux, notamment concernant Jérôme Cahuzac, où il évoque l'existence d'un compte en Suisse, sans parler de l'UBS d'ailleurs, un compte numéroté, et il dit « j'ai pas pu vérifier ». Et il parle notamment de oui-dire, comme il dit. Le compte en Suisse, il est plus précis, mais pour le patrimoine, il parle de oui-dire sur une villa à Marrakech ou une résidence à La Baule et tout ça. Et il dit tout ça, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Donc il faut faire une enquête fiscale poussée sur Jérôme Cahuzac pour pouvoir éclaircir et savoir si c'est de la rumeur ou si ça n'est pas. Point important, il dit qu'il faut faire cette enquête parce que il était très bien noté. C'est un très bon dans sa hiérarchie. Et donc noté. Il dit il y a quand même des problèmes avec les déclarations de revenus de ce monsieur. Voilà. Donc il dit il faut enquêter, il faut mettre au clair. Sa hiérarchie cesse de le suivre. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de suite donnée à l'enquête et lui est sanctionné par sa hiérarchie. Et le ministre, d'ailleurs, Éric Woerth, du Budget, signera un arrêté de révocation. Depuis, Rémi Garnier a gagné tous ses combats devant la justice.
quand même. Quand même. C'est jamais dit dans les articles, hein, mais Rémi Garnier est réhabilité, hein, quand même. Il a été révoqué, il a été réintégré dans son service. Fabrice, puisqu'on en parle. Simplement, Rémi Garnier, c'est pas la conclusion de notre enquête. Son rapport fait partie des déclencheurs sur le compte suisse. C'est notre enquête qui permet de vérifier sur le compte suisse que Rémi Garnier disait vrai. Mais évidemment qu'il peut se tromper sur la Baule et Marrakech. Lui-même le dit. Il dit c'est une alerte, il faut vérifier. Je ne sais pas si c'est vrai. Donc là encore, il y a eu une opération de com' mise en place par tous ces gourous autour de Jérôme Cahuzac pour trouver un élément dont nous ne parlons pas. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que c'est très politique, ça. On dément ce qui n'a jamais été affirmé. Comme ça, on est sûr d'avoir raison. À savoir la maison de Marrakech et de la Baule, en disant, mais regardez, c'est faux. Bah, si c'est faux, tout est faux. Mais Fabrice, c'est pas Stéphane Fuchs qui fait les titres du Canard enchaîné, ou alors non, ça serait une révélation. Or, dans le Canard enchaîné de mercredi dernier, un article signé Hervé Liffrand intitulé « Une balance déréglée ». C'est assez dur. C'est d'une violence folle. C'est d'une violence folle. La balance déréglée, ça serait donc Rémi Garnier. Comment ? Alors, je pose la question, parce que ça aussi, évidemment, même le Canard enchaîné dit que le type, ça tient pas la route, etc., avec tout le poids et la réputation du Canard enchaîné. Comment expliquer justement cette violence et cette attaque ? Sincèrement, il faut demander au Canard enchaîné. J'ai participé à l'émission d'Arrêt sur Image avec Hervé Martin, qui est le signataire du grand papier sur le thème du vaudeville de cette affaire, et je voudrais qu'on y revienne pour pas donner la moindre impression qu'on se dérobe sur quoi que ce soit dans cette affaire. En effet, le papier sur la balance déréglée est violent et il est factuellement, sur un certain nombre de points, faux. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont affirmées qui ne sont pas vraies. Et en effet, quand on lit ça, on a l'impression que Rémi Garnier est fou, est dans une croisade, enfermé dans une tour d'ivoire personnelle, dans un huis clos mental qui lui fait perdre la raison, etc. Bon, ça n'est pas la réalité. Voilà. Alors Rémi Garnier, oui, c'est pas celui qui est très rodé aux caméras. Oui. Rémi Garnier, c'est en effet quelqu'un qui a été broyé par l'administration parce qu'il a découvert un certain nombre de faits. Aujourd'hui, la justice, affaire par affaire, dossier par dossier, lui donne raison quand même. Ne l'oublions pas. Bon, donc, sincèrement, moi, je peux pas. Chacun écrit ce qu'il veut, chacun commente comme il veut, etc. Mais la balance déréglée, je trouve ça violent et ça ne correspond pas à la réalité. Et sur le fond de l'article, puisque l'article est signé Hervé Martin, Cahuzac, entre vaudeville et affaires d'État, le ministre du Budget, c'est le chapeau, hein, le sous-titre, le ministre du Budget est au centre d'un imbroglio de secrets d'alcôve, de vengeance et de dénonciation, point, vivement les preuves. Vivement les preuves, 3 points de suspension. Ce qui est une façon très claire dans le chapeau du Canard enchaîné de dire que ce qu'avance Mediapart n'en sont pas des preuves. Oui, imaginez si le Figaro, au moment où Claude Angéli, rédacteur en chef du Canard enchaîné, révèle l'identité des agents de la DST qui ont posé les micros, écrit « Vivement les preuves ». On va dire, mais c'est scandaleux, le Canard enchaîné, ils ont des sources. Ils n'avaient pas de preuves. Nous, on a des preuves. La preuve, elle est, encore une fois, elle est sur la table, l'une des preuves, l'enregistrement. Donc, il n'y a pas de difficulté avec ça. Ce que je trouve un peu surprenant dans tout ça, c'est... Je ne dis pas que le Canard est victime d'une manipulation de communication, etc. Mais cet article participe d'une diversion sur le thème du vaudeville. C'est-à-dire que, quand on lit le Canard, excuse-moi, je te prends l'exemplaire, de quoi parle-t-on ? On parle des conquêtes de Jérôme Cahuzac. On donne le nom d'une femme, une amante. On parle de Ici Paris. Après nous avoir expliqué qu'il était en plein divorce. De Ici Paris, de nous deux, sur des confidences de comptoir, d'accord ? De femmes jalouses. De détectives privés, de détectives privés, de règlement de compte. Mais ça, c'est la vie privée. En quoi ça nous intéresse, nous ? Quel est le rapport entre ça et le compte suisse ? Je veux dire, qu'il y ait des rumeurs, des règlements de compte, des femmes jalouses autour d'un ministre, mais peut-être, mais autour de chaque membre du gouvernement, il y a des histoires dégueulasses qui circulent, et peut-être même des rumeurs affreuses. Et puis parfois, il y a des rumeurs qui sont justes, qui sont vraies, ça s'appelle des informations. Mais quel est le lien entre le divorce, le vaudeville, tout ce bazar pour décrédibiliser les informations de Mediapart avec le compte suisse ? Sincèrement. Pour finir juste là-dessus, je pense que le Canard enchaîné va probablement rectifier le tir, et j'en fais le vœu et j'en suis sûr. Mais
au fond, il y a eu la même chose au moment de Bettencourt. Nous, la vie privée, on n'y touche pas. Au moment de Bettencourt, tout le monde l'a oublié. Mais dans d'autres médias, le feuilleton, c'était la mère et la fille. C'était l'artiste mondain et sa relation avec Madame Bettencourt. Et ce n'était pas ce que nous avons révélé. C'est-à-dire des faits d'intérêt public, la fraude fiscale, la manipulation de la justice, l'intervention dans une procédure judiciaire, les conflits d'intérêts de Madame Woerth, etc. Bon. Et donc, il y a eu toujours cela. Et donc, c'est pour ça que Fabrice parle de diversion, peu importe qui l'a inspiré. Mais c'est une diversion de ne pas voir ce qui est au cœur, encore une fois, de notre légitimité auprès des citoyens. Mettre sur la table, même si ça dérange, y compris nos propres sensibilités. Et d'insister plutôt sur le vaudeville. Mais alors moi, il y a quelque chose que j'aimerais savoir, parce que qui dit compte en Suisse, c'est pas les pauvres qui ont des comptes en Suisse. Donc je me tourne vers Mathilde Mathieu. Il y a des pauvres en Suisse. Il y a des Suisses pauvres. Oui, oui, mais c'est pas les pauvres qui ont Français qui font des comptes en Suisse, a priori. Donc des Suisses qui ont des comptes en France. Oui, ça aussi, c'est rare. Mais d'où vient... Tout simplement, d'où vient cet argent? D'où vient la fortune? Le sait-on? D'où vient la fortune de Jérôme Cahuzac? Oui, parce qu'à ce stade, moi, je ne sais pas d'où vient précisément l'argent qui a été déposé sur le compte suisse. Mais c'est vrai que depuis maintenant 2 semaines, on travaille à Mediapart sur les machines à cash, on peut appeler ça comme ça, qui ont fait la fortune de Jérôme Cahuzac dans les années 90 et puis ensuite. Et donc il y en a 2, il y a sa clinique spécialisée sur les implants capillaires, ça apporte beaucoup d'argent. Il a abandonné la chirurgie digestive, qui était sa formation initiale pour aller faire de l'argent voilà, avec alors, les implants. Ça déjà, quand on lit ça et qu'on n'est pas médecin, qu'on n'a pas fait d'études de médecine, simple lecteur, le type, il est chirurgien en chirurgie digestive. D'un seul coup, il devient le spécialiste parisien des implants capillaires. C'est incompréhensible, c'est une technique qui s'apprend en 15 jours, les implants capillaires. C'est pas une technique compliquée, hein. C'est quand même relativement un jeu d'enfant pour quelqu'un qui a fait des études de chirurgie digestive, hein, puisqu'il suffit de retirer quelques cheveux là et de les implanter. Bon, c'est-à-dire qu'on prend quelques cheveux sur la nuque et on les met sur le front. Tout le monde dit que c'est relativement simple. D'accord. Alors ça ne devrait pas être payé cher, si c'est simple. Oui. Heureusement que c'est pas remboursé par la Sécu. Mais il faut que ça tienne, Edoui. Enfin bref. Non, mais lui a toujours expliqué que s'il se tourne vers ce type d'opération, c'est parce qu'il ne trouve pas de poste aux hôpitaux de Paris, que les hôpitaux de Paris ne lui en offrent pas, parce qu'il est blacklisté, parce qu'il est rocardien et qu'en 91, quand il quitte le cabinet du ministre de la Santé rocardien Claude Évin, tous les rocardiens sont blacklistés par les socialistes des autres courants, des courants majoritaires. Et donc, les mandarins des hôpitaux de Paris, qui sont socialistes, lui compliquent la tâche. Et il ne trouve pas de poste de professeur des universités aux hôpitaux de Paris. Et donc, peut-être peut-on le comprendre, il n'a pas envie de faire des vacations mal payées ou d'avoir un poste d'attaché mal payé. Donc, il va faire de l'argent en ouvrant une clinique avec sa femme dermatologue. Voilà. Donc ça devient une clinique qui est avenue de Breteuil, donc dans le même quartier de Paris. Oui, UP, qui est au cœur du 8e arrondissement, voilà, qui est très huppé, qui a une clientèle très huppée d'étrangers, d'artistes, très people, etc. Mais il y a une deuxième machine à cash qui est plus intéressante, parce qu'elle pose plus de questions, c'est Cahuzac Conseil, sa boîte de conseil qu'il crée en 93, donc 2 ans après être sorti du cabinet du ministre de la Santé. Dans ce cabinet, il s'est occupé du médicament, donc des autorisations de mise sur le marché des médicaments, de la fixation, de la pharmacie. Son titre, c'est conseiller technique pour la pharmacie et les équipements lourds. Ça veut dire les médicaments, c'est ça. C'est la fixation des prix des médicaments et c'est la fixation du taux de remboursement par la Sécu des médicaments. C'est-à-dire que ces 3 décisions-là, qui sont à l'époque très centralisées au ministère de la Santé et sur lesquelles un conseiller peut décider, trancher, ces 3 décisions-là font les chiffres d'affaires des labos en France. Des laboratoires pharmaceutiques. Des laboratoires pharmaceutiques. C'est beaucoup d'argent, ça. Donc c'est beaucoup d'argent, c'est donc quelqu'un d'affluent dans le secteur quand il est au cabinet, et quand il en sort, il crée une boîte de conseil, en fait une boîte de lobbying, pour parler clair, et avec cette boîte, il va faire du lobbying rémunéré pour certains labos. On ne l'a pas encore écrit dans Mediapart, mais on a trouvé une trace, un contrat entre le lobbyiste star de l'époque pour tous les labos,
qui s'appelle Daniel Vial, et Jérôme Cahuzac et sa boîte de conseil. Voilà. Donc, qui fait du lobbying pour des labos 2 ans après voilà. avoir Alors, quitté le j'insiste cabinet. là-dessus parce que dans le temps, les activités sont séparées. C'est-à-dire qu'entre le moment où au ministère, il est un homme important pour les laboratoires pharmaceutiques, puisque c'est lui qui délivre les autorisations, pour le dire simplement, et le moment où il devient un de leurs lobbyistes avec des contrats, il n'est plus en poste à ce moment-là. Il n'est plus en poste. Est-ce que ça suffit à faire naître un soupçon? Mais il y a des proximités. Non, mais voilà, Il y a c'est des ma proximités question. de labos, enfin, c'est Mathilde qui... Mais il y a des laboratoires, notamment un laboratoire français, qui a profité de décisions sous le ministère de Claude Évin, qui est très proche de Jérôme Cahuzac quand lui-même devient lobbyiste. Mais là, on Donc, commence à voit- faire Geneviève Là, Tabouy, ouais. attendez-vous à savoir. Voilà, Là, mais en ce même sera temps, sur on Mediapart. On ne peut pas dire là ce qu'on n'a pas encore écrit. On réserve à nos lecteurs. Voilà. Oui, voilà. Voilà. Mais parce que ça veut dire Non, que... mais ça veut dire que toute personne qui entre dans un cabinet, ensuite, peut aller monnayer son entre-gens sans que ça génère des critiques. Non, c'est pas. Enfin, moi, je pense que c'est pas une position très éthique. Ensuite, Surtout est-ce qu'il que est devenu élu. Il a gardé ce par cabinet. la suite, en 97, il est élu député. Et son cabinet continue à fonctionner. En 97-98, je crois, il y a encore un chiffre d'affaires conséquent. Et on a retrouvé trace de 2 factures de 250 000 francs. Pour qui il travaille alors qu'il est député à l'époque. Voilà. On va essayer de répondre à cette Et question. qu'il intervient sur des questions de Et santé. que par ailleurs, c'est comme à c'est un l'Assemblée spécialiste du nationale. médicament, il fait des amendements sur l'industrie pharmaceutique, etc. C'est Voilà. une question très C'est- publique, la question C'est une du enquête en lobbying. cours, donc on ne peut pas trop non, en mais- dire encore. Il y a des réponses et Non, mais encore ça, des c'était- questions. C'est voilà. vraiment la question. D'où vient son argent? D'où vient assez d'argent, machine à cash, pour qu'on se dise « Ah oui, il faut ouvrir des comptes à l'étranger ». Et la question d'après, elle est évidemment pour d'Israël. C'est si simple que ça. Mais alors là, moi, je dis ça avec une naïveté complète et totale. On peut, en 2 coups de fil, ou en 2 clics, ou en 2 je ne sais pas quoi, ouvrir un compte à l'UBS. Alors, légalement, tout le monde peut ouvrir un compte à l'UBS. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est ne pas le déclarer au fisc français. Pour le Voilà. soustraire au fisc Voilà. français, Alors évidemment. après, oui, c'est aussi simple que ça. Il y a des gens qui font de la gestion de fortune, et c'est leur métier. Ils conseillent des riches contribuables sur la meilleure façon de placer leur argent. Bon, ça, c'est un premier point. Deuxième point, de faire de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire d'utiliser les lois qui existent pour payer le moins d'impôts possible, soyons clairs. Cette optimisation fiscale qui dérive parfois vers de la fraude ou de l'évasion fiscale pure, c'est-à-dire on cache son argent au fisc. Voilà. Donc oui, il y a plein de techniques possibles, tout est faisable, tout est illégal, mais tout est faisable. Voilà. Et comment, et quels sont les moyens d'agir? C'est une conversation qu'on va avoir dans quelques minutes avec nos invités, mais quels sont les moyens d'agir du fisc français? Parce que si évidemment ça prend des proportions considérables, le manque à gagner pour l'État est tout aussi considérable. On parle- Donc que se passe-t-il? L'administration qui est sous la direction actuellement de Jérôme Cahuzac. Donc, Tout à fait. Moi, alors, ce qui est amusant, c'est que Jérôme Cahuzac, mi-novembre, a présenté un plan de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Bon, et il y a bien sûr notamment un volet de ce qu'on appelle l'information fiscale, l'échange d'informations avec d'autres gouvernements. Et il a ciblé, bien sûr, nommément la Suisse, qui est un des gros points noirs, on va dire, pour la France. Normalement, depuis 2009, la Suisse a autorisé ces banques, à communiquer avec la justice des autres pays et communiquer les informations bancaires. Si un pays vient en disant, alors c'est des choses très précises, mais il faut dire, je sais que monsieur Jérôme Cahuzac a un compte à l'UBS et je vais vous expliquer pourquoi cette position-là ou ce compte-là est illégal, là, la justice, la banque suisse, normalement, doit donner l'autorisation. Bon. Ça marche moyennement bien. La Suisse n'est pas le fait, mais au compte-gouttes, ou donne des informations déjà connues, la plupart du temps. C'est ce qui est reconnu par tout le monde. Bon. Et Jérôme Cahuzac, dans son plan de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, a dit mi-novembre, il faut encore travailler sur cet échange d'informations. Donc c'est un petit peu ironique. et si c'était tourné, parce que pour prouver son innocence, si c'était tourné vers l'UBS en leur disant, voilà, faites un communiqué, je vous y autorise. Voilà. Je vous délivre de votre engagement de C'est un grand confidentialité débat. que vous devez à vos clients, puisque vous êtes des banquiers suisses, je vous en délivre. Faites un communiqué qui dit « Monsieur Jérôme Cahuzac n'a jamais eu et n'a pas de compte chez nous ». Est-ce qu'il pouvait faire ça? Alors, tout particulier peut demander à la banque de le faire. Alors, il y a un vrai débat sur est-ce que qu'une banque le ferait pour un particulier, qui après Et ne en ferait mentirait état- pas, en évidemment. ferait état publiquement. C'est vraiment difficile. J'ai discuté hier avec un confrère du Temps qui a repris nos informations, c'est un qui les a journal un de peu Genève. complétées. Absolument, journal de Genève.
Bon, en gros, qui m'a laissé entendre que les deux cas étaient possibles. Elle pouvait tout à fait dire on ne peut pas, alors que théoriquement elle pourrait. C'est très difficile à établir. Sans compter que UBS est sur la sellette Voilà, d'une instruction judiciaire avec beaucoup de choses à se faire Aujourd'hui, pardonner. il faut quand même avoir en tête que UBS, et donc qu'il y a un juge qui enquête en France sur des conseillers fiscaux d'UBS suisses qui venaient démarcher les patrons de PME pour leur dire venez faire l'évasion fiscale, ce qui est totalement illégal interdit. et avec des risques, c'est tombé dans d'autres pays, d'amendes très lourdes, très lourdes. Décidées par qui? Par l'administration fiscale et le ministre concerné. C'est un énorme problème. On est dans ce grand écart qui concerne le gouvernement et pas seulement monsieur. UBS est la cible d'une enquête judiciaire en France, dont la partie civile est Jérôme Cahuzac, pour résumer. Imaginez la situation de Jérôme Cahuzac qui demande à UBS de dire non, il n'a pas de compte chez nous. Imaginez le paysage de conflit d'intérêts et qu'est-ce que ça peut créer comme soupçon sur la sincérité de telle ou telle action. On va peut-être conclure ou quasiment conclure avec une question d'un lecteur de Mediapart. Pourquoi dans l'affaire Cahuzac est-ce si difficile pour le ministre de dire ceci? Oui, c'est vrai, j'avais un compte en Suisse. C'est vrai aussi que pour dissimuler cette partie de mes avoirs, je l'ai transféré à Singapour. J'ai trahi la confiance du peuple français. Je démissionne donc de ce gouvernement et je me tiens à la disposition de la justice. C'est une question qu'il faut poser à Jérôme Cahuzac. Alors je la pose autrement. Je reformule la question du lecteur. Pourquoi n'a-t-il pas dit « j'ai eu un compte à l'UBS » ? Oui, j'ai eu un compte à l'UBS parce que je me faisais beaucoup d'argent, Dan va me répondre aussi, dans les implants capillaires ou le conseil pour les labos pharmaceutiques. Quand j'ai commencé à faire de la politique à plein temps, j'ai fermé ce compte, et donc, je n'ai rien à me reprocher, puisque quand je suis devenu à l'Assemblée nationale, pour le groupe socialiste, directeur des affaires budgétaires, c'était terminé, je me suis mis en règle, etc. En clair, pourquoi n'a-t-il pas fait la tactique de la faute avouée et passée ? Alors, parce qu'il était quand même député, il a fermé son compte alors qu'il était déjà député, donc c'est quand même très problématique. Et puis il y a quand même, c'est ce que disait Lénaïg, il y a le problème du symbole Cahuzac. Il a quand même, mi-novembre, il a quand même présenté un plan où il disait il faut lutter contre la fraude fiscale, on va récupérer 25% ou 20% d'argent en plus que ce qu'on récupère tous les ans. C'est un des axes de notre communication, de notre action publique dans cette période d'austérité. Vous imaginez le symbole catastrophique, le ministre qui, deux semaines avant, était venu dire que c'était un des plus graves problèmes et qu'il y avait un manque de loyauté vis-à-vis de l'État. Et c'est lié à sa position politique, c'est impossible, je crois. Enfin, c'est très compliqué. Est-ce que cette tactique de nier absolument sur toute la ligne, c'est qu'il ne soupçonnait pas tout simplement l'existence de l'enregistrement? Ça, moi, je ne suis pas dans le secret des âmes, hein, donc je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on a souvent vu des politiques nier contre les évidences, parfois même que le ciel est bleu. Tout à l'heure, Jean-Marc Ayrault disait, Léna a rappelé que Jean-Marc Ayrault avait dit « je ne peux pas croire qu'il ait menti », puisqu'il l'a dit devant l'Assemblée nationale, qui est quand même un soutien, un double tranchant de la part du Premier ministre, hein, parce que c'est aussi une façon de faire peser toute la responsabilité sur Jérôme Cahuzac. Sur le mode, j'espère que tu n'as pas menti. Bon. Éric Woerth, pareil, devant l'Assemblée nationale, avait dit « je n'ai rien à voir dans l'affaire Bettencourt ». C'est faux, des calomnies, on avait été traité de quoi? De fascistes, d'hitléro-trotskistes, rappelez-vous. Nadine Morano, l'ancienne poétesse du gouvernement. Bon. Depuis, la justice enquête, la justice valide nos informations, présomption d'innocence évidemment, mais quand même, Éric Woerth est mis en examen pour trafic d'influence et recel d'espèces de Patrice Demestre et Liliane Bettencourt. Donc ce qu'il a dit devant l'Assemblée nationale quand il nous traitait de calomniateurs, il avait menti, donc c'est pas une garantie. Donc en effet, parfois on a, mais il ne s'agit pas du tout d'agiter l'idée du tous pourri, c'est l'inverse que nous faisons. Le tous pourri, et ça c'est très important, le tous pourri, ce sentiment dégueulasse, nauséeux, ne vient pas du fait que quelques journalistes révèlent des informations, il vient du fait que la République ne les relaie pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relais institutionnel et une procédure normale avec des enquêtes au fond, on vérifie, on infirme, on confirme. Et c'est cette
espèce d'état d'esprit de verrouillage de tout face à la vérité qui crée ce sentiment d'impunité de tout ce Mais là, Fabrice, c'est quand même l'impression qu'on a. On a l'impression que là, depuis une semaine, il y a une sorte de vitrification autour de l'affaire. C'est-à-dire que c'est le côté, on n'en parle plus, on attend que ça passe, et puis il va y avoir les vacances de Noël, et puis une autre vie commence en janvier 2013. Enfin, on a quand même cette impression-là. Vous savez, c'est la vieille image du doigt et de la lune. Donc voilà, nous, on a montré la lune. La première phase, ça a été, il faut tordre le doigt, hein, Mediapart. Et puis maintenant, le doigt, il est comme ça. Voilà, on ne parle plus, on ne dit plus rien. Léna, là-dessus, un mot. Effectivement, le pari, notamment du ministre du budget, faut aussi différencier le ministre du budget, sa stratégie de communication. On parlait de Stéphane Fuchs. Donc, pour dire qui est Stéphane Fuchs, c'est un proche de Jérôme Cahuzac, qui était aussi un très proche de Dominique Strauss-Kahn, qui a fait sa communication, de l'agence Euro-RSCG, qui s'appelle maintenant Avas Worldwide, et que effectivement, ça c'est sa stratégie de communication. Il espère que tout le monde va passer, qu'on va oublier, qu'il va pouvoir se maintenir en poste. La question, c'est effectivement qu'aujourd'hui, ces révélations fragilisent Jérôme Cahuzac, mais plus largement le gouvernement. C'est pas uniquement un homme, malgré, c'est aussi politiquement ce que ça renvoie comme signal et ce que ça fait, ce que ça provoque dans un gouvernement qui est par ailleurs dans une situation très difficile, très délicate. Et quand on entend aujourd'hui des socialistes dire que ce genre de révélation ferait monter le Front National, qu'on lit parfois dans les commentaires dans Mediapart, et qu'il n'y a pas la même interrogation sur la politique sociale du gouvernement, sur les cafouillages qui ont eu lieu sur Florange, où quand même un ministre du redressement productif et son Premier ministre se sont publiquement quasiment insultés, où c'est extrêmement tendu et où on a une situation sociale très difficile, comme ça a été discuté et raconté dans le précédent plateau. Voilà la situation dans laquelle est le gouvernement. Se rajoute là-dessus une affaire une affaire qui touche un ministre concernant un compte suisse. Alors le symbole politique entre un compte suisse non déclaré d'un ministre du budget en pleine austérité et dans un contexte social où Florange fait en partie exploser le gouvernement, c'est quand même une équation assez lourde. Dan Israël. Moi, je voulais simplement dire, je me suis intéressé à un tout petit bout de l'affaire, pas du tout, enfin, après les premières révélations de Fabrice et tout. Ce qui m'a frappé, c'est que moi, j'ai essayé de joindre le gestionnaire de fortune de Jérôme Cahuzac, Hervé Dreyfus. J'ai rarement vu ça, c'est-à-dire que personne, j'avais frappé à plein de portes, personne m'a dit, même en off, même en s'énervant, vous vous trompez, c'est n'importe quoi, de quoi vous parlez. La seule chose qu'on a eue, c'est un silence, mais total. C'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire que les gens disparaissent au fur et à mesure que je les contacte, quoi. C'est dingue. Voilà. Et c'est l'absence de réponse. Enfin, c'est ça le plus étonnant pour conclure, c'est que là, il n'y a plus même de tentative d'explication sur quoi que ce soit. Mais depuis la diffusion de l'enregistrement, il n'y a rien. Factuellement, il n'y a rien. Merci beaucoup à tous les quatre. Edoui, si on peut conclure. Pendant que les autres vont Absolument. Arriver, vont s'installer, je pense que ce qu'il faut dans cette affaire, c'est revenir au fond de l'histoire. Ce que je disais tout à l'heure en rappelant que François Hollande, candidat, avait dit les fraudeurs, les caïds, il avait mis tout le monde. La République, moi, président, les rattrapera. Et je voudrais juste raconter une histoire, parce que c'était une époque de crise semblable à la nôtre, c'était les années 30. Parfois, ça tourne mal, les crises, et donc les enjeux démocratiques dont nous venons de parler sont essentiels. Et aux États-Unis, quand Roosevelt a été élu, et notamment dans son deuxième mandat, quand la guerre approchait, quand les tensions approchaient et face à la crise, il a demandé à son ministre des Finances une note sur la fraude et l'évasion fiscale. Et ce ministre des Finances, qui s'appelait Morgenthau, écrit ceci: « Année par année, les enquêtes sur les rentrées de l'impôt sur le revenu révèlent le combat toujours plus acharné des individus fortunés et des entreprises, c'est de ça dont vous allez parler maintenant, pour ne pas payer leur juste part des dépenses de leur gouvernement. Bien plus que le juge, il cite un juge, et dit que les impôts sont le prix à payer pour une société civilisée. » Les impôts sont le prix à payer pour une société civilisée. C'est une phrase très importante qui veut dire en clair que, et il poursuit, que trop de citoyens veulent, je le cite, la civilisation au rabais. Il faut se souvenir de ce que ça veut dire là, puisque c'est écrit en 1937, 3 ans avant la catastrophe européenne. Et cette idée qu'au fond, ce dont nous faisons parler, c'est ce qui peut produire, au fond déjà, le ferment de la barbarie.
C'est pour ça que le mot civilisation est employé. On oublie le bien commun. On oublie qu'il y a une solidarité. On ne pense qu'à ça. On ne pense qu'à l'argent pour l'argent. On ne pense qu'à l'enrichissement personnel, etc., etc. Et donc, il y a quelque chose là-dedans. On a cité tout ça sur Mediapart avant de savoir que nous trouverions cette histoire en appelant le pouvoir, c'était en septembre, à combattre ce que nous appelions la mafia de l'évasion fiscale. Et certains des invités que tu vas recevoir là, dont Antoine Peillon notamment, sont les auteurs que nous avons cités parce qu'ils ont mis ça, le manque à gagner, 40 milliards au minimum de manque à gagner par an. Il n'y a jamais eu autant d'argent dans les paradis fiscaux en avoir financier que depuis la crise. 25 500 milliards d'euros. 25 000. C'est un chiffre incommensurable qui ne veut rien dire. Et c'est plus que le PIB réuni des États-Unis et du Japon à la fois. Donc c'est stupéfiant. Et donc ce ministre des Finances, et nous sommes au cœur des enjeux d'aujourd'hui, ce ministre des Finances a fait à l'époque tout un rapport sur cette fraude morale. Il parle d'une fraude morale. Il dit la réussite de notre système fiscal dépend autant d'une bonne administration par le Trésor public que de déclarations complètement honnêtes par les contribuables. Nous sommes en droit d'attendre des gens haut placés une moralité plus élevée que celle dévoilée par les déclarations à cette époque. Et j'ai encore une autre déclaration, si nos amis veulent bien s'installer, parce que autrement je vais faire un monologue interminable. Asseyez-vous. Donc venez nous rejoindre. Voilà. Venez nous rejoindre, parce que voilà, pour ne pas jouer les prolongations, il manque encore 2 autres invités qui doivent nous rejoindre. Voilà, venez, installez-vous. Voilà. Thomas Coutreau et Catherine Godard sont déjà arrivés. Voilà. Et Antoine Peillon est en train de s'asseoir et Xavier Harel doit être... Et alors, je termine, avant que avant que tu commences avec Martine Orange, je termine en rappelant, je l'ai rappelé tout à l'heure, sa réélection, le discours qui a été le discours phare de ce qu'on a appelé le New Deal, faire une dynamique de démocratie radicale, sociale, le fameux discours au Madison Square Garden de Franklin Delano Roosevelt en octobre 1936. Il s'en prend, écoutez ça, parce que vous vous dites quand même, nos républicains et nos démocrates, ils sont devenus quand même un peu mous, un peu tendres. Roosevelt n'était pas un révolutionnaire. S'en prenant aux vieux ennemis de la paix, dont au premier chef, je le cite, le monopole industriel et financier, la spéculation, la banque véreuse, le leader démocrate poursuit ainsi: ils avaient commencé à considérer le gouvernement des États-Unis comme un simple appendice à leurs affaires privées. Nous savons maintenant qu'il est tout aussi dangereux d'être gouverné par l'argent organisé que par le crime organisé. Bon, l'argent organisé que le crime organisé. Merci beaucoup, Edoui. C'est Martine Orange qui va venir prendre ta place pour mener ce second plateau avec moi. Second plateau, voilà Martine, consacré à la